Le lundi 5 juin, je suis arrivé à Oxford. En France, c'était le lundi de Pentecôte. Et je suis arrivé vers 14 heures à Oxford. Et le programme que j'avais prévu, c'était d'abord aller chercher mon vélo dans un endroit de la ville, parce que je l'avais réservé sur le site cycle.land. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent le vélo à un endroit dans la ville avec un cadenas, et ils envoient le code du cadenas le matin même. Et ensuite, une fois le vélo récupéré, d'aller à ma chambre. Mais juste avant de sortir du train, j'ai reçu un mail de mon tuteur me demandant en fait pourquoi j'étais pas là, et me disant que c'était pas un jour férié en Angleterre. Et en fait, je lui ai renvoyé un mail en disant que dans la convention, c'était marqué que je commençais le mardi, mais il m'a dit qu'il a jamais vu cette convention. Bah, c'est normal, il l'a jamais signé. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais aller directement à mon lieu de stage, donc au département d'informatique. Et la première étape, ça a été de passer à l'accueil. Ils m'ont distribué ma carte de visiteur, mon code Wi-Fi, ma clé de bureau, et aussi un adaptateur pour la batterie de mon ordinateur portable. Et en Angleterre, comme les prises sont pas les mêmes qu'en France, j'ai aussi dû acheter un adaptateur pour les autres prises que j'avais. La personne que j'ai eue à l'accueil, j'avais un peu de mal à la comprendre. C'était la première personne anglaise à qui je parlais en fait. Et elle parlait assez vite et avec un accent, enfin j'avais du mal à comprendre l'accent, mais elle avait un accent totalement anglais. Et la deuxième étape, ça a été d'aller à mon bureau. Donc dans le bureau où j'ai fait mon stage, il y avait un doctorant. Donc j'ai pu discuter un petit peu avec lui. J'avais aussi un peu de mal à le comprendre. Quand je dis du mal, c'est je comprenais quand même ce qu'il me racontait, bien sûr, mais il y avait certains passages que je comprenais pas trop. Et il parlait plus doucement, donc c'était un peu plus facile pour comprendre. Ensuite, j'ai posé mes affaires et j'ai ouvert mes mails. Et là, à ce moment-là, j'ai vu un nouveau mail de mon tuteur me disant de finalement pas passer, enfin, pas finalement, il m'avait pas répondu au mail que j'avais envoyé, me disant que ça servait à rien de passer parce que cet après-midi, il allait avoir des Skype. Du coup, à ce moment-là, on pourrait penser que j'y suis allé pour rien. Mais c'est pas grave en fait, parce que heureusement que j'y suis allé finalement, parce que le lendemain, j'aurais mis beaucoup de temps pour avant de vraiment commencer à travailler. Et du coup, j'ai le temps que j'aurais perdu le mardi, je l'ai perdu maintenant. Et j'en ai profité en plus pour installer le logiciel suggéré par mon tuteur pour travailler sur le projet. Donc c'est Eclipse, c'est un IDE, je dis ça pour ceux qui connaissent. Et j'ai programmé en fait pendant tout mon stage en Java. Ensuite, une fois que je suis passé au département d'informatique, là je suis allé récupérer mon vélo, puis je suis allé à ma chambre. Mais au moment où je m'apprêtais à partir pour ma chambre, il s'est mis à pleuvoir super fort. Et j'avais tous mes sacs avec moi, donc c'était un petit peu la galère. Et le soir, j'ai pris mon vélo pour aller manger. Et en fait, dès que je suis sorti, il y a une voiture qui arrivait face à moi. Et j'ai eu juste le temps de sauter sur le trottoir. Et je me suis dit, mais à ce moment-là, mais ils font vraiment n'importe quoi en Angleterre. Et puis, genre, au bout de 10 secondes, j'ai réalisé qu'en fait, je roulais du mauvais côté de la route. Donc, je sais que ça peut paraître bête, mais moi, sur le coup, j'ai eu un peu peur. Et une petite note avant de continuer, je vais pas trop parler de la ville dans cette vidéo, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire non plus, et puis parce que la vidéo suivante, la dernière, va être consacrée à vous faire visiter un petit peu la ville d'Oxford. Donc elle est dans un format complètement différent et beaucoup plus détente. Ensuite, le mardi, c'était mon premier jour de stage, donc je suis parti à peu près à 8 heures de ma chambre, mais je me suis trompé de chemin et en plus il pleuvait énormément. Et du coup, je suis arrivé à 8h30, mais par chance, parce qu'en fait, comme le lundi, la veille, j'y étais allé, j'ai reconnu au bout d'un moment, en force de chercher où est-ce que se trouvait le département d'info. Donc, heureusement encore que j'y étais allé la veille. Et à 8h30, en fait, il y avait personne. Il n'y avait pas mon maître de stage. En général, lui, il est arrivé pendant tout le stage vers 10h, 10h30. Et aussi, toutes les personnes qui se trouvaient avec moi, c'est-à-dire les doctorants ou les post-doctorants, arrivaient à peu près, en général, à peu près après 10h. Donc, il n'y avait personne à 8h30. Et ce que j'ai fait, c'est que les jours suivants, je suis arrivé, j'y allais pour 9h. Et vers 10h, donc mon tuteur est arrivé et il est venu me voir, il était très gentil. Il m'a introduit aux autres personnes travaillant avec lui. Il y avait donc deux post-doctorants, un italien et un grec, et une professeure grecque. Et il m'a aussi présenté très rapidement le code du projet. Donc c'était un dépôt GitHub privé. Donc c'était le premier gros projet sur lequel j'allais travailler. Sur la partie qui m'intéressait vraiment, sur laquelle j'allais devoir faire des modifications, il y avait à peu près 150 fichiers, plus d'autres fichiers que j'ai touchés occasionnellement. Et après, j'ai créé aussi d'autres fichiers de moi-même. Mais c'était la première fois que j'allais travailler vraiment sur un projet aussi gros. Et ensuite, il m'a expliqué ce que j'allais devoir faire concrètement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer rapidement le projet. Il s'appelle PDQ, c'est un logiciel. Et les explications que je vais donner sont compréhensibles, je pense, par n'importe qui, des gens qui n'ont pas fait info ni rien, donc vous pouvez écouter. Donc comment fonctionne PDQ? Donc la première étape pour utiliser PDQ, c'est de lui donner un schéma. Alors qu'est-ce que c'est un schéma? C'est juste plusieurs tables ou tableaux. Dans les bases de données, on appelle ça des tables. Donc on lui donne plusieurs tables et des liens logiques entre les tables. Donc par exemple, on peut lui donner une table livre qui aurait une colonne titre et une colonne auteur, une table emprunt qui aurait une colonne livre et une colonne de l'identifiant de l'adhérent qui a emprunté le livre, et un tableau adhérent qui aurait une colonne identifiant et une colonne non. Et la logique ici, ça serait quoi? On pourrait dire que si par exemple il y a un emprunt qui a été fait où l'identifiant de l'adhérent c'est 2, alors on sait qu'il y a un adhérent qui a un identifiant égal à 2.
En fait, on exprime les liens implicites pour nous, mais on les rend explicites pour PDQ parce qu'un logiciel, ça ne connaît pas les implicites. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer que les données qui se trouvent dans ce tableau-là, elles sont cachées de l'utilisateur, c'est-à-dire que là, il ne les voit pas. Et le seul moyen qu'il va avoir pour révéler ces données, pour y avoir accès, c'est d'utiliser des méthodes d'accès. Donc c'est la terminologie utilisée par mon maître de stage dans son livre. Et donc la deuxième étape pour utiliser PDQ, c'est en premier on lui donne le schéma, donc des tables et les liens logiques. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne des méthodes d'accès. Donc une méthode d'accès, c'est quoi? C'est tout simplement un processus qui va prendre en entrée une partie d'une ligne d'un tableau et qui va révéler en fait toutes les données qui se trouvent sur cette ligne-là. Et pour faire ce processus-là, pour révéler ces données-là, ça a un coût. Donc par exemple, pour la table livre, on pourrait avoir une méthode d'accès qu'on va appeler A1 et qui est libre, mais qui coûte 5 euros. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, si on paye 5 euros, ben, la méthode d'accès va révéler toutes les données qui se trouvent dans cette table. On pourrait aussi avoir une méthode d'accès A3 sur la table emprunt. Si on lui donne un livre et paie 2 euros, elle donne les identifiants de ceux qui l'ont emprunté. Et enfin, on pourra avoir une méthode d'accès sur la table adhérent, qu'on pourra appeler A4, et qui prendra en entrée un identifiant, et pour 3 euros révélerait le nom de l'adhérent. Et ensuite, une fois qu'on a ça, donc les tables, enfin le schéma plus les méthodes d'accès, on a envie de se poser la question suivante. Est-ce qu'il est possible de révéler une certaine donnée du schéma grâce aux méthodes d'accès que je donne? Donc la troisième étape en fait pour utiliser PDQ, c'est de donner cette question. Donc en gros, si je résume, et donc par exemple la question qu'on pourrait donner, nous dans notre cas, c'est est-ce que l'on peut avoir accès à l'information, le nom des personnes ayant emprunté un livre X donné? Donc pour résumer, pour utiliser PDQ, il faut lui donner un schéma, donc des tables et des liens logiques, des méthodes d'accès et une question. Et une fois qu'on lui donne tout ça, le travail de PDQ, ça va être quoi? Ça va être de donner la réponse. Et la réponse, elle s'exprime sous la forme d'un plan, c'est-à-dire une suite de méthodes d'accès. Donc il va dire, tu utilises cette méthode d'accès, puis cette méthode d'accès, puis cette méthode d'accès, puis cette méthode d'accès. Et à la fin, grâce à ce processus-là, tu arriveras à révéler la donnée que tu voulais révéler. Et des fois, c'est possible qu'en fait, il n'y ait pas de plan et que ce soit impossible de révéler la donnée. Et s'il y a plusieurs plans, on va chercher à donner le plan qui a le coût le plus faible. Donc par exemple, dans notre exemple-là, la réponse qui serait donnée par PDQ, c'est tu appelles à 3, puis après tu demandes à la méthode d'accès à 4. Donc bien sûr, là, il faut spécifier les paramètres, enfin les entrées à chaque fois, mais c'est pour vous donner l'idée. Et du coup, en fait, le but du livre de mon maître de stage, c'était de présenter plusieurs manières de trouver cette réponse-là. Et maintenant, quel a été mon rôle dans le projet? Ça a été de rajouter la disjonction dans la logique. Alors la disjonction, ça veut juste dire le mot-clé ou dans la logique. Et ça va vraiment changer le fonctionnement de PDQ. Donc par exemple, si je reprends notre exemple, on pourrait maintenant, à la place d'avoir juste un tableau adhérent avec un identifiant et un nom, on pourrait avoir deux tableaux adhérents. Donc un tableau adhérent 1 avec un identifiant et un nom, et un tableau adhérent 2 avec un identifiant et un nom. Et en gros, les adhérents pourraient être répartis entre ces deux tableaux adhérents, donc le premier tableau adhérent et le deuxième tableau adhérent. Et dans la logique, à la place de dire que s'il y a un emprunt qui a été fait avec un identifiant d'adhérent qui est 2, alors forcément il y a un adhérent qui a un identifiant 2, puisque maintenant il n'y a plus de table adhérent. Donc on va plus dire ça, et on va dire plutôt, si un emprunt a été fait avec un identifiant d'adhérent 2, alors il y a un adhérent qui se trouve dans la table adhérent 1 qui a un identifiant 2, ou alors il y a un adhérent qui se trouve dans la table adhérent 2 qui a un identifiant 2. Et donc du coup, maintenant, on ne sait plus précisément dans quelle table se trouve cet adhérent-là. On a le choix entre la table adhérent 1 et la table adhérent 2. Donc c'est ça, c'est ce que je veux dire par ajouter la disjonction dans la logique. C'est-à-dire que les liens entre les tables ne sont plus déterministes. Il y a plusieurs choix à chaque fois pour trouver le lien. Il y a plusieurs liens possibles. Et donc ça transforme et ça va modifier le fonctionnement de PDQ. Et par exemple, maintenant, la réponse à la question qu'on s'était posée tout à l'heure, c'est plus seulement A3 puis A4, mais ça peut être aussi A3 puis A5. Et là, en rajoutant juste ce ou dans la logique, on vient de passer d'une structure qui va être déterministe à une structure qui est plus du tout déterministe. Il faut tester plusieurs manières différentes pour arriver au résultat. Et en fait, l'enjeu de mon stage, ça a été exactement d'implémenter ça. Enfin, mon maître de stage m'a parlé des différents exposés à Oxford. Donc sur le site du département d'informatique de Oxford, vous pouvez trouver la liste des exposés. Il n'y en a plus beaucoup en ce moment, mais à l'époque où j'étais, en début juin, il y avait pas mal d'exposés. Et du coup, l'après-midi, je suis allé, il m'a dit qu'il y avait deux conférences intéressantes à l'Institut de mathématiques. Alors, c'était pas au département d'informatique, mais il y en avait beaucoup aussi au département d'informatique. Et donc, il m'a présenté ces deux conférences-là. Et dans la semaine et après, dans le mois et pendant mon stage, je suis encore allé voir d'autres conférences. Ensuite, le midi, donc toujours le mardi,
j'ai dû aller manger, mais il n'y avait pas de cantine au département d'informatique. Mais bon, c'était pas un problème en fait, parce qu'il y avait plein d'autres endroits autour où on pouvait aller manger. Par exemple, à l'Institut de mathématiques, il y avait une cantine. L'après-midi, j'ai commencé à organiser mon travail, et là, je vais vous parler de mon travail durant tout le stage, de l'organisation de mon travail durant tout le stage avec le recul de mon stage. Donc en gros, mon travail s'est réparti de la manière suivante. La première semaine, j'ai réglé les problèmes de compréhension que j'avais sur la théorie. Donc je suis allé poser des questions à mon maître de stage, où j'ai relu certaines parties du livre, notamment grâce aux notes que j'avais pris du livre. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai lu le livre de 200 pages, là, j'ai pris des notes, j'ai pris pas mal de notes. Et par notes, j'entends en fait, j'ai fait mes fiches que je faisais sur mes cours, mais je les fais sur le livre. Et j'ai fait ça parce que je me suis dit que si après coup je devais relire certains passages, bah, ça serait beaucoup plus facile si j'ai des notes, parce que je pourrais localiser facilement et m'interroger aussi dessus un peu comme des fiches pour voir si je comprends le cours et pas perdre de temps à relire 200 pages quoi. Et j'ai aussi pris du temps pour essayer de comprendre le code, donc j'ai lu pas mal de fichiers de code et j'ai pris des notes aussi. Ensuite, les 3 semaines d'après, j'ai implémenté la première partie de mon travail. En gros, alors je vais faire en gros, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails du tout parce que ça va prendre trop de temps. J'ai ajouté le ou dans la logique, on peut dire ça comme ça. Les 3 semaines suivantes, j'ai implémenté la deuxième partie du travail qui consiste en gros à adapter le reste du code pour utiliser ce nouveau ou dans la logique. Et la dernière semaine, j'ai fait quelques petits trucs en plus, mais j'ai pas fait grand chose. Et ensuite, l'après-midi, je suis allé voir les deux conférences. Et au milieu des deux conférences, il y avait une pause thé et les chercheurs discutaient entre eux. Donc je pense que c'est un bon moyen pour les chercheurs pour discuter. Et durant mon stage, je suis allé voir à peu près une dizaine de conférences. Et juste une petite note, il y avait un truc drôle à chaque fois dans les conférences que j'ai vues pendant mon stage, c'est que la majorité des théorèmes en fait qui étaient démontrés, ils avaient été parus en 2017. Ça faisait drôle de voir des conférences où il y avait marqué théorème intel, virgule 2017. Bon, c'était juste une petite note. Donc ensuite, au niveau du rythme pendant mon stage, j'avais envoyé un mail avant de commencer mon stage pour demander à mon maître de stage s'il y avait des contraintes d'horaire ou je sais pas. Et il m'avait répondu en fait, tu fais vraiment comme tu veux. Un jour, ce qu'il m'avait conseillé, c'est que par jour, j'ai une unité logique, c'est-à-dire que dans ma journée, je fasse quelque chose de cohérent, que le soir, quand je sors, j'ai fini quelque chose, on va dire. Et il m'a dit qu'en général, pour me donner un ordre d'idée, c'est à peu près 8 heures de travail par jour. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que mes horaires, ils étaient de. Ben, j'ai respecté les 8 heures de travail. Mes horaires étaient de 9h, 13h et 14h, 18h. Il y a des fois où je finissais à 19h, ça dépendait si j'avais pas fini ce que je voulais faire ou quoi. Et le soir et le week-end, en général, je travaillais jamais sur le stage, je faisais mes projets perso. Et le matin et le soir, j'avais à peu près 12 minutes de vélo. Ensuite, le mercredi, jeudi et vendredi, bah, j'ai commencé la première phase de mon travail, donc qui consistait à régler les problèmes de compréhension de la théorie, plus comprendre le code, et ça jusqu'à la fin de la semaine. Et le vendredi soir, je suis resté 3 heures à discuter en fait avec le doctorant. On a commencé à parler, puis on a parlé pendant longtemps, et je lui ai posé plein de questions sur la recherche. Il m'a expliqué la ville, les choses à faire, il m'a expliqué sa recherche, donc ça a duré, sa recherche dure 4 ans, il était dans sa dernière année de recherche, le thème de sa recherche, comment il a structuré sa thèse, parce qu'il n'était pas loin de la fin, donc il avait commencé à rédiger sa thèse, et il m'a parlé aussi des papiers qu'il a fait, qu'il comptait faire, et aussi de son contact avec son maître de thèse, qui est en fait mon maître de stage, et après on a parlé du monde de la recherche, des papiers, des voyages, etc. Mais en vrai, je pense que je peux pas exactement vous dire les questions que je lui ai posées et tout, parce que je m'en rappelle plus. Je voudrais me poser les questions maintenant pour que je puisse y répondre, mais je ne me rappelle plus concrètement, précisément de quoi on a discuté. Et ensuite, le week-end, j'ai un petit peu visité la ville. Maintenant, je vais vous parler des 3 dernières semaines de juin. Alors, je vais plus parler semaine par semaine ou même jour par jour comme j'ai pu le faire pendant le second semestre. Ici, c'est pas nécessaire, je pense, et j'ai plus envie de vous donner une vue globale. Par contre, je vais continuer à séparer en thématiques, ça sera plus clair pour vous. Donc, pendant les 3 dernières semaines de juin, on a continué à travailler sur Maths pour tous avec Vadim. Et je vais juste faire un petit point sur ce qu'on avait fait à ce moment-là et ce qu'il nous restait à faire pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, à ce moment-là, ce qu'on avait fait, c'était, on savait déjà la structure du séminaire, on savait déjà le but, comment et le public, on savait les exposants, donc les personnes qui allaient faire un exposé dans le séminaire, la liste des exposés et l'exposé de fin qui serait fait par Alain Cohn. On savait aussi comment faire la captation vidéo et si on allait être retransmis sur le site de l'ENS. Et on savait la procédure pour contacter les classes de lycée grâce au pôle PSU de l'ENS. Et à ce moment-là, ce qui nous restait à faire, c'était trouver quelqu'un pour l'exposé du début, pour le premier exposé. Aussi fixer l'horaire et la salle du séminaire. Faire un site internet et une page Facebook et une chaîne YouTube, mais ça c'est une formalité. Donc faire un site internet juste pour pouvoir facilement communiquer en ligne, uploader des PDF ou les vidéos, etc. Faire le logo et le visuel du séminaire pour le pôle communication, pour qu'ils puissent mettre un lien vers notre site depuis le site de l'ENS. Et aussi, par exemple,
trouver comment faire pour donner des ECTS pour le séminaire. Donc j'explique un tout petit peu ce que je veux dire par là. En fait, Arthur a proposé l'idée de donner des ECTS aux personnes qui suivent le séminaire, dans l'idée de les fidéliser et de les récompenser. Mais le truc, c'est que c'est pas facile d'en avoir des ECTS parce qu'il faut argumenter et il faut que le cours vaille des ECTS. Donc l'idée à ce moment-là, c'était d'essayer de voir avec l'ENS s'il était possible de donner des ECTS pour le séminaire. Je sais plus quand est-ce qu'il a proposé, quand est-ce qu'Arthur a proposé cette idée-là dans l'année. Ça devait être quelque part vers mi-mai, je pense. Et la dernière chose qui nous restait à faire à ce moment-là, c'était de faire les teasers. Donc une fois qu'on savait le travail qui nous restait à faire, on se les répartit en fonction de ce que chacun pouvait faire. Donc par exemple, Vadim, comme il était encore à l'ENS, il avait la possibilité d'aller voir directement les personnes physiquement. Alors que moi, j'étais plus sur Paris, donc je pouvais plus faire ça. Mais par contre, je savais faire des sites internet, parce que je sais faire des sites internet depuis quelques années. Et là, je fais juste un petit rappel sur la répartition. Je parle de la répartition du travail, mais il faut avoir en tête que vraiment à chaque fois, on était quand même deux à travailler sur quelque chose. Il y avait une personne qui en faisait un peu plus qu'une autre, bien sûr, mais l'autre était toujours là pour donner son avis, pour commenter le travail de l'autre. Et ça, c'était vraiment bénéfique, je pense, dans le travail. Ça permettait d'éviter des erreurs, typiquement dans l'envoi de mails, par exemple, mais à plein d'autres endroits, sur absolument tout, en fait. Et de rendre le travail le plus solide, parce qu'à chaque fois, il y avait l'avis de deux personnes et la relecture de deux personnes, etc. Donc ça rendait vraiment tout plus solide. Et plein de fois, heureusement que Vadim a donné son avis sur ce que j'ai fait, parce qu'il y avait des passages qui étaient vraiment pas bien et il m'a fait remarquer, etc. Donc j'ai pu corriger. Enfin, ou des choses que j'ai pu faire qui n'étaient pas top et donc il corrigeait. Et peut-être réciproquement, je sais pas. Et du coup, comme on n'était pas les deux à l'ENS à ce moment-là, on avait besoin de continuer à communiquer. Donc on a fait pas mal de Skype pour pouvoir échanger. C'est plus facile que par SMS ou Facebook ou je sais pas. Voilà. Donc ensuite, comment on s'est réparti concrètement le travail? Donc Vadim, pendant ces 3 semaines-là, il s'est chargé d'essayer d'obtenir des ECTS pour le séminaire. Donc ça implique plein de choses, ça. Il a par exemple eu un rendez-vous avec le directeur du DMA, une discussion avec la secrétaire du DMA, des Skype avec même une personne pour savoir s'il n'y avait pas de conflit entre un cours et le séminaire. Et puis il a dû envoyer plein de mails. Et ça, c'est vraiment pas à négliger, les mails, c'est ultra important. Et personnellement, mon point de vue, à force, envoyer plein de mails, c'est fatigant. Et pour l'instant, donc je vous parle maintenant à l'heure actuelle où je fais la vidéo, on sait toujours pas si on va avoir des ECTS, mais on a un petit peu avancé, on a quand même pas mal avancé dans la démarche. On sait beaucoup plus ce qu'il nous reste à faire. Enfin, on est beaucoup plus loin dans la démarche pour obtenir des ECTS, mais c'est toujours pas fait. Et ensuite, concernant mon travail, donc je me suis chargé du site internet pendant les 3 dernières semaines de juin. La dernière fois en fait que j'avais fait un site internet, c'était avant la prépa, que j'avais vraiment programmé et fait moi-même un site internet, c'était avant la prépa. Donc ça m'a fait drôle de recommencer à faire des sites internet pour un projet personnel. Et le but vraiment de ce site internet, c'est de présenter le séminaire et les exposés qui se trouvent dedans. Donc donner les polis, les diapos, la vidéo de l'exposé et le teaser par exemple. Mais aussi en fait de présenter d'autres séminaires. Alors j'explique ce que je veux dire. En fait début juin, tout début juin ou même fin mai, je sais plus précisément, il y a une personne qui avait fait le séminaire Maths pour tous de l'année dernière, donc dans la première édition du séminaire Maths pour tous, celle de cette année en fait, je dis l'année dernière, mais celle de 2016-2017, et qui a proposé en fait de faire une association pour faire perdurer le séminaire, parce que c'est vrai, en fait, le séminaire a failli tomber dans l'oubli cette année, mais peut-être que ça sera la même chose l'année prochaine. Donc cette personne a proposé de faire une association, et si on fait une association, dans le cadre de l'association, ce sera peut-être plus simple de faire perdurer le séminaire. Et moi personnellement, dès que la personne a dit ça, bien sûr, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Du coup, c'est pas resté dans l'oreille d'un sourd. Vadim, c'est même Vadim, je crois, à qui on a dit ça, et il était totalement chaud pour faire ça. Il m'en a parlé ensuite. Et quand j'ai entendu ça, en fait, je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose qui est encore plus général que ce séminaire-là. En fait, le fait de parler d'association, ça m'a donné l'idée de peut-être généraliser le séminaire à d'autres domaines et qu'au travers de l'association, on propose plusieurs séminaires. Mais pour l'instant, on n'en fait aucun d'autre. C'est juste une idée. On va faire Maths pour tous et on verra par la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, comme on avait cette idée-là de peut-être un jour généraliser le séminaire Maths pour tous à d'autres domaines, etc., au travers d'une association, j'ai préféré penser le site le plus général possible pour que après, si on fait d'autres séminaires, j'ai besoin de faire aucune modification. Je vais parler un tout petit peu technique au niveau du site internet pour les personnes que ça intéresse. Donc j'ai fait le site internet avec PHP et le framework Laravel. Et au niveau du temps, ça m'a pris à peu près 3 semaines pour faire le site internet. Donc j'y passais vraiment toutes mes soirées jusqu'à minuit, 1h du matin et tous mes week-ends, presque toute la journée des week-ends, parce que je passais un peu de temps pour visiter la ville, etc.
Et en fait, on peut se demander pourquoi j'avais besoin de autant de temps. La partie rapide, c'est-à-dire la partie en fait visible par les gens, donc si vous allez sur le site internet, ce que vous voyez, en fait, c'est assez rapide à faire. Moi, ça m'a pris 3-4 soirs. C'était pas vraiment un gros travail. Par contre, la partie la plus longue, c'est la partie qui est invisible pour les gens. Et c'est la partie, en fait, pour modifier le contenu qui se trouve sur le site. Donc, par exemple, la gestion des comptes, parce que chaque personne du séminaire a un compte. La gestion des permissions aussi, parce qu'en fonction du type de compte, on ne peut pas tout modifier sur le site internet. Et aussi permettre aux gens de modifier le contenu du site internet, permettre d'uploader facilement des fichiers. Donc c'est toutes ces tâches qui m'ont pris pas mal de temps. Et il y avait aussi un bug à un moment que j'avais repéré, mais qui en fait, les gens, je pense qu'ils le repéreront jamais, ils l'utiliseront jamais, mais il y avait un bug que je voulais vraiment résoudre parce que c'était une faille de sécurité. Enfin, si quelqu'un trouvait ce bug-là, il pouvait absolument tout détruire dans le site internet. Donc en fait, ça m'a même pris une semaine entière pour résoudre ce bug-là. Je suis quasi sûr que personne ne le trouvera parce qu'il est impossible à trouver, mais enfin, je voulais résoudre ce bug parce que je l'avais vu quelques temps auparavant et je voulais le résoudre, donc ça m'a pris pas mal de temps aussi. Et une fois que j'ai fini le site internet, moi je travaille en local, donc une fois qu'on finit en local, il faut l'uploader sur internet pour que les gens puissent le voir. Et du coup, j'ai fait la démarche auprès de l'ENS et il y a des personnes de l'ENS, enfin en info, qui m'ont aidé à ce propos pour essayer d'uploader donc le site internet sur les serveurs de l'ENS et obtenir un sous-domaine de l'ENS. Donc actuellement, il est uploadé. Je ne vais pas vous donner l'adresse encore, je communiquerai dessus plus tard. Mais le nom du séminaire s'appelle Maths pour tous et c'est un sous-domaine de l'ENS. Et ensuite, on a fait un. Donc ça, là, j'ai dit ce qu'a fait Vadim comme travail, et ce qui était vraiment plus spécifique à lui, le travail qui était vraiment plus spécifique à moi. Mais aussi, on a travaillé sur deux autres choses ensemble, le logo et le visuel du séminaire. Et ça a demandé, enfin, pour faire les deux, ça a demandé quand même pas mal de temps et beaucoup de force, parce que pour le visuel, on a eu besoin d'aide pour des participants, des exposants du séminaire. Donc il a fallu envoyer des mails, etc. Et c'est un peu pénible à la longue. Mais enfin, il faut le faire et c'est le moyen de communication que tout le monde utilise, donc il faut absolument le faire et il faut assumer les mails. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la période Maths pour tous pour ces 3 dernières semaines de juin. Ensuite, je vais vous parler de mon stage pendant ces 3 dernières semaines de juin. Donc j'ai implémenté la première partie de mon travail qui consistait à ajouter le OU dans la logique. En gros bien sûr. Donc pendant la deuxième semaine de juin, il y a un deuxième doctorant qui est arrivé. Il revenait d'une conférence en Amérique du Sud. C'est plutôt un workshop, mais en fait, je ne connais pas vraiment les subtilités de tout ça encore. Et du coup, dans la pièce, dans la salle où j'étais, il y avait deux doctorants avec moi. Et c'est resté comme ça pour toute la fin du stage. Et pendant cette semaine-là, j'ai commencé à mettre les mains dans le code. Et à la fin de la semaine, j'avais fini la première partie de mon travail, donc. Et tous les soirs, ce que je faisais, c'est que j'allais voir mon tuteur pour lui dire ce que j'avais fait. Et des fois, même dans la journée, j'allais le voir quand j'avais un problème et il me répondait, etc. Il m'aidait. Et même, je discutais peut-être des fois aussi avec les autres, les post-doctorants qui se trouvaient avec moi. Enfin, quand j'avais des problèmes, j'allais voir les gens qui étaient là. Pendant la troisième semaine de juin, mon maître de stage n'était pas là parce qu'il avait un papier qui était accepté à une conférence qui s'appelle l'IX et elle avait lieu à Reykjavik en Islande. C'est une conférence de logique. Du coup, il est allé faire cette conférence-là et présenter son papier. Mais ce que je faisais, c'est que je continuais à lui envoyer des mails pour le tenir au courant et puis lui aussi, il continuait à m'envoyer des mails pour savoir comment j'avançais. Et pendant cette semaine, j'ai mis en place des tests pour tester mon code, pour voir s'il marche. Parce que pendant la première semaine, j'avais implémenté, mais j'avais pas du tout testé. Et en fait, il y avait. Donc, quand j'ai commencé à tester le code, il y a eu plein de bugs. Certains qui venaient de mon code et d'autres bugs qui venaient pas du tout du reste, enfin qui venaient du reste de mon code et pas du tout de mon code. Et du coup, comme je connaissais pas vraiment comment le reste du code était fait, ça mettait beaucoup de temps pour débugger. Et il y a même des fois où les, euh, les postdoctorants n'étaient pas capables de m'aider parce qu'en fait les bugs que je créais étaient provoqués par ma nouvelle implémentation. En gros, ils avaient fait une implémentation qui marchait pile poil pour ce qu'ils devaient faire, mais si je modifiais un tout petit peu, ça marchait plus. Enfin, il y avait des bugs quoi, en gros. Et du coup, ils pouvaient pas trop m'aider, donc j'ai perdu à peu près, je pense, 2 jours de travail sur ça pendant la semaine à cause des bugs. Ensuite, la quatrième semaine de juin, j'ai commencé à généraliser mon code à d'autres choses. En fait, il y avait d'autres endroits plus spécifiques où je devais ajouter le ou. Enfin, en fait, je devais ajouter le ou à plusieurs endroits et j'ai essayé de modifier pour pouvoir l'ajouter qu'à un seul. Enfin, c'est un peu vague ce que je raconte. Mais le problème, c'est que en fait, comme ce que je vous ai raconté, je passe d'un truc qui est déterministe à un truc qui l'est pas, et ça impose plein de changements, des changements assez considérables sur l'architecture, en tout cas à cet endroit-là du code. Et du coup, c'était assez compliqué. Et bien sûr, une fois que j'ai fait cette généralisation, j'ai dû tester, mais il y avait plein de nouveaux bugs encore, et du coup, ça prend à chaque fois du temps pour essayer de débugger. Et après, j'ai commenté tout mon code. Et à ce moment-là, à la fin de la quatrième semaine de juin, j'avais véritablement fini la première partie de mon travail. Et
à chaque fois, donc pendant pendant tout mon stage même, quand j'avais des problèmes, j'allais voir les postdoctorants, ils m'aidaient. Et en général, pour les problèmes techniques, j'allais pas voir Michael, donc mon maître de stage, parce que lui, en fait, c'était plutôt un théoricien, et concrètement, il savait pas concrètement comment c'était écrit dans le code, mais il avait quand même, il comprenait vraiment bien comment ça marchait la programmation, etc. Hein, je veux dire, mais c'est juste qu'il avait pas tout codé, il avait pas codé quoi. Du coup, il savait pas concrètement, du coup, j'allais voir plutôt les postdoctorants, et ils m'ont toujours aidé à chaque fois avec gentillesse, ils prenaient un peu de leur temps pour m'expliquer. Et il y a un soir aussi dans les 3 semaines où on est allé au pub donc avec les personnes du stage, mon maître de stage et les postdoctorants, pour le départ d'un des postdoctorants qui était italien. Et j'ai pu discuter en fait pendant le stage plusieurs fois avec lui, enfin avant son départ. Et c'était vraiment quelqu'un de très très gentil à chaque fois et qui m'aidait absolument. À chaque fois que je posais des questions, il prenait le temps pour m'aider, pour m'expliquer, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un de très gentil. Donc voilà à peu près pour mon stage pendant ces 3 premières semaines, 3 dernières semaines pardon, de juin. Et enfin, je vais faire un petit point sur mon niveau d'anglais. Donc au bout de 3 semaines de stage, il était un petit peu meilleur, bien sûr, mais il n'était pas beaucoup meilleur. Et c'est dû au fait que je parlais pas beaucoup anglais en fait dans mes journées. Par exemple, je devais parler genre 10 minutes par jour avec mon maître de stage, peut-être aussi 10 minutes par jour avec les doctorants. Et concernant les colocataires, il y avait 3 colocatrices anglaises, mais elles n'étaient pas très bavardes. Et il y avait aussi un colocataire français qui venait d'ailleurs de l'ENS Cachan pour un stage, mais ça m'aidait pas beaucoup pour parler anglais. Et du coup, j'ai compris que en fait, aller en Angleterre, ça permet pas d'améliorer son niveau d'anglais. Ce qu'il faut, c'est parler. Et du coup, faire un stage en Angleterre, ça veut pas dire qu'à la fin, on aura un meilleur niveau d'anglais, parce que c'est totalement possible d'aller faire son stage, d'aller dans son lieu de stage, de faire son travail dans son coin, de pas beaucoup parler, et de rentrer chez soi, de voir personne et de pas parler. Et à la fin de son stage, on n'est pas du tout meilleur en anglais. Enfin, on a bien sûr un petit peu progressé, mais pas beaucoup. Et moi, j'avais vraiment l'envie de progresser, et donc par conséquent de discuter avec des gens. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé sur Google Meeting People Oxford, et après quelques recherches, je suis tombé sur le site Meetup. Et le principe de ce site est très simple, c'est que les gens peuvent créer des meetups, et les autres personnes peuvent les rejoindre. Et du coup, il y a beaucoup de meetups qui ont été créés à Oxford et dans le monde entier, et ça permet vraiment de rencontrer facilement des gens, parce que je m'étais dit, avant de connaître ce site, je m'étais dit peut-être qu'un jour je devrais aller dans un pub et parler comme ça à des gens pour créer la conversation. Mais là, avec avec ce site-là, c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile même de trouver des gens et des thèmes qui te rapprochent des personnes. Du coup, je me suis inscrit à 4 meet-ups dans la semaine qui a suivi. Je suis allé au pub par exemple, à un carnaval, j'ai joué au tennis et même j'ai suivi une conférence d'informatique. Et du coup, grâce à un meet-up, j'ai pu beaucoup plus pratiquer l'anglais. Mais en fait, j'ai assez vite arrêté meet-up parce que j'avais trop de travail. Mais j'ai quand même fait quelques meet-up et j'ai pu vraiment améliorer l'anglais et surtout notamment quand je suis allé au pub, parce que là, j'ai fait que parler anglais avec des gens, et ça m'a aidé à améliorer mon niveau d'anglais. Et donc mon niveau d'anglais fin juin était déjà un petit peu meilleur. Maintenant, je vais vous parler du dernier mois de mon année, le mois de juillet, et je vais commencer par parler des 2 premières semaines de juillet. Donc on a continué à travailler sur Maths pour tous avec Vadim, et on s'est de nouveau réparti les tâches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste commencer par parler de mon travail, ça sera plus facile pour faire la transition sur le travail de Vadim. Donc mon travail pendant ces 2 premières semaines de juillet, ça a été tout simplement de trouver l'horaire pour le séminaire. Donc pour ce faire, j'ai regardé toutes les salles qui étaient libres à l'ENS, et j'ai regardé donc les horaires auxquels elles étaient libres. Et aussi, j'ai envoyé un mail à tous les départements littéraires, donc les départements susceptibles d'être intéressés par le séminaire, pour avoir leur emploi du temps, et donc pour savoir à quel moment les élèves seraient libres. Mais j'ai eu la réponse que d'un seul département. Donc à la fin, on a choisi de mettre le séminaire le lundi à 18h15, mais c'est pas encore définitif, c'est la date sur laquelle on s'est basé. À voir, très fortement, ça sera à cette date-là peut-être, mais peut-être que ça pourrait encore changer. Et ensuite, le travail de Vadim, ça a été de trouver la salle dans laquelle on ferait les exposés du séminaire. Donc au début, en fait, quand on a commencé à réfléchir sur la salle, l'amphirato, donc c'est un amphithéâtre à l'ENS, était libre à 18h15, mais après, au moment où Vadim a vraiment voulu le réserver, il était plus libre, il était pris par autre chose. Du coup, avec beaucoup d'efforts, on a essayé de trouver un moyen pour avoir cet amphithéâtre. Donc ça implique appeler plusieurs personnes, enfin plusieurs personnes à l'ENS, envoyer plein de mails. Et pour l'instant, on a la salle pour le premier exposé, mais pas pour le reste. Donc ça, c'est à voir dans le futur. Forcément, la salle que l'on va avoir va dépendre de l'horaire du séminaire. Donc c'est pour ça que j'ai dit que l'horaire était peut-être pas fixe. Donc il reste quelque chose à voir encore. Et aussi, il a cherché quelqu'un pour pour le premier exposé du séminaire. Donc le pôle communication nous avait donné des contacts, et il nous avait donné le contact de Cédric Velleni et de Pierre-Louis Lyons. Donc Vadim était retourné pour avoir le contact de Pierre-Louis Lyons. Et il a envoyé un mail, appelé, renvoyé un mail, et en plus a envoyé des mails à chaque fois, où ces mails-là, ça prend vraiment du temps à expliquer, enfin à écrire, parce qu'il faut expliquer le projet à chaque fois, et expliquer pourquoi
quel est l'intérêt du premier exposé, etc. Argumenter un petit peu, on va dire. Mais à la fin, on a une très très bonne nouvelle. Après vraiment plusieurs appels et beaucoup de temps passé dessus, Vadim a eu la réponse et Pierre-Louis Lyons va faire le premier exposé du séminaire. Donc on était très content de l'apprendre. Donc le premier, on sait maintenant qui va faire le premier exposé du séminaire. On ne sait pas pour l'horaire et la salle du séminaire précisément pour tout le séminaire, mais pour le premier exposé, ça s'est fait. Et ensuite, tous les deux, pendant cette période, on a aussi fait des Skype avec des personnes ayant un exposé maths pour tous un peu moins solide que les autres, juste pour aider à la construction et voir comment l'exposé évolue. Donc c'est à peu près tout ce qu'on a fait sur maths pour tous, et c'est à peu près tout en fait ce qu'on a fait après pendant le reste du mois de juillet. On n'y a pas, enfin, ensuite on a arrêté et on est en vacances maths pour tous un petit peu là maintenant, donc je vais plus vous reparler de maths pour tous. Et ensuite j'ai travaillé un petit peu sur YouTube, enfin j'ai travaillé sur YouTube même, pas un petit peu, pendant ces 2 premières semaines de juillet. En fait j'ai réalisé la dernière vidéo que vous allez voir là, c'est une visite d'Oxford, et le temps d'écriture ça m'a pris à peu près 3 heures, et le temps d'enregistrement, donc c'est dehors, je suis allé dehors dans la ville, etc. Ça m'a pris un week-end de 12 heures à 20 heures à peu près. Et enfin, quand je dis un week-end, c'est samedi et dimanche. Et 2 soirées après dans la semaine juste pour enregistrer. Et ensuite, j'ai dû faire le montage. Donc, ça m'a pris à peu près un samedi, je pense, de midi à 20 heures aussi, pareil. Et je fais un dernier point sur mon niveau d'anglais pendant ces 2 premières semaines de juillet. Parce qu'après, mon niveau a continué à évoluer. Enfin, bref. Donc, je fais un petit point. En fait, donc à ce moment-là, j'avais un peu un meilleur niveau, je trouve, grâce à Meetup. J'avais pu parler, j'avais pu en fait vraiment pratiquer. Mais à ce moment-là, il y a une nouvelle coloc qui est arrivée dans la maison et j'ai pu vraiment beaucoup discuter avec elle jusqu'à mon départ. Du coup, j'ai beaucoup plus progressé, je trouve. Et c'est pour ça que je fais pas un point pour les 2 dernières semaines parce qu'il n'y a rien à dire précisément, mis à part que j'ai beaucoup discuté avec elle. Donc ça m'a fait beaucoup progresser, je pense. Et aussi, alors, enfin, ça c'est là ce que je veux dire, c'est pas forcément en rapport avec mon niveau d'anglais, mais j'ai pu discuter avec elle de ses études et elle m'a raconté en fait les études qu'elle faisait. Et elle fait des études d'infirmière. Et elle m'a expliqué qu'elle doit payer ses études, plus son logement, plus elle veut se payer peut-être d'autres trucs en plus pour vivre un petit peu. Et elle m'a expliqué que donc du coup pour faire ça, soit tu fais un prêt, soit tu travailles. Et elle a préféré travailler. Et du coup en plus à chaque fois de ses cours et de tout ce qu'elle doit faire pour sa formation, elle travaillait à peu près 25 heures par semaine, le soir et le week-end principalement, à l'hôpital qui était juste à côté de la maison. Donc ça m'a fait vraiment réfléchir sur la situation dans laquelle j'étais moi. Enfin, et ça m'a vraiment fait prendre conscience que j'ai énormément de chance et que c'est vraiment une chance, enfin, comme je l'ai dit au tout début, inouïe d'avoir un salaire et enfin, d'avoir cette situation-là à mon âge. Donc c'était juste pour donner un petit exemple d'autres situations dans d'autres pays. Et enfin, je vais vous parler donc de mon stage pendant ces 2 premières semaines de juillet. Donc j'ai implémenté la deuxième partie de mon travail qui consistait à adapter le reste du code pour utiliser le ou que j'avais ajouté dans la logique. Donc la première semaine de juillet, mon maître de stage n'était pas là, il était aux USA. Pendant cette première semaine, j'ai implémenté plein de trucs dont on m'avait pas parlé. C'est-à-dire que pour ajouter le ou dans la logique, il fallait faire plein d'autres trucs avant qui n'étaient pas forcément liés à ça, mais qui, sans ça, j'aurais pas pu ajouter le ou dans la logique. Donc j'ai fait tous ces trucs-là dont on m'avait pas parlé. C'est-à-dire qu'en gros, je me disais, ah, mais il va falloir implémenter ça avant, j'ai implémenté. Puis je me disais, ah non, mais il faut aussi implémenter ça avant, j'ai implémenté, etc. Donc c'était des trucs un peu que j'avais pas vraiment prévus. Et ça m'a pris une semaine à peu près. Et ensuite, la deuxième semaine de juillet, mon maître de stage était encore par là parce qu'il avait un papier cette fois-ci qui était accepté à la conférence ICALP. Donc cette conférence avait lieu cette année-là, enfin en 2017, à Varsovie en Pologne. Donc il y est allé pour présenter son papier. Et là, pendant cette semaine-là, j'ai attaqué vraiment le vif du sujet, vraiment ce que je devais faire pour adapter tout le reste du code pour prendre en compte le ou, et pas juste rajouter des trucs dont j'avais pas pensé. Donc là, je me suis vraiment attaqué au problème. Le lundi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à des implémentations, mais ça faisait déjà quelques temps que je réfléchissais à des implémentations, et elles étaient toutes vraiment compliquées. Et du coup, ce que j'ai fait, j'avais un peu de mal à savoir concrètement laquelle j'allais choisir, parce que elle me paraissait vraiment compliquée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des explications pour ces deux implémentations-là à mon maître de stage, ainsi qu'une photo d'un schéma. J'avais fait plusieurs schémas pour lui expliquer, et je lui ai envoyé. Et il me dit que la photo, il la voit pas. Enfin, moi, je me suis dit, il va la regarder, quoi. Mais à ce moment-là, il me dit qu'il la voit pas, et il me dit, ben, tu devrais faire la première implémentation que tu m'as envoyée. Et bon, je sais pas, en fait, la première, c'était celle que je sentais le moins et qui me paraissait le moins bien. Du coup, finalement, j'ai choisi de faire la deuxième, et j'ai commencé à l'implémenter, donc ce lundi-là. Mais l'implémentation, elle était vraiment compliquée. Je galérais vraiment pour implémenter. Et en fait, à chaque fois que j'essayais de l'implémenter, il y avait toujours un problème avec le reste du code et c'était vraiment pas compatible avec le reste du code et ce qui aurait impliqué beaucoup de changements. Et j'étais vraiment totalement bloqué, c'est-à-dire que j'écrivais rien, je passais mon après-midi à vraiment rien écrire.
Le mardi, ben, j'ai continué, j'ai tenté d'ajouter cette implémentation dans le reste, enfin, je tentais l'implémentation, mais je continuais, j'étais vraiment totalement bloqué, j'étais frustré, enfin, j'étais pas désespéré, mais j'étais vraiment pas serein, quoi, parce que j'écrivais rien, je tentais, ça marchait pas, je retournais en arrière, j'essayais autre chose, puis ça bloquait, enfin, j'étais vraiment pas bien. Et le soir, donc j'ai réfléchi, et le soir, j'ai eu la meilleure idée, je pense, que je pouvais avoir à ce moment-là. J'ai vraiment, je pense, la meilleure idée. Je me suis dit à un moment là, il faut que tu fasses vraiment un truc, tu vas pas passer ta semaine à continuer à rien faire et à tester des trucs qui marchent pas. Donc ce que tu fais, c'est que tu désactives toutes les fonctionnalités du reste du code qui me bloquent. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, tous les trucs qui sont dans le reste du code et qui me bloquent, je les désactive. En plus, à ce moment-là, ces fonctionnalités-là, elles n'étaient pas très importantes pour tester. Je veux dire, je pouvais quand même arriver à finir une partie du projet sans ces fonctionnalités-là. Donc j'ai tout désactivé. Et d'un coup, bah, ça m'a donné beaucoup de liberté parce que tous les trucs qui me bloquaient, bah, ils étaient plus là. Et donc j'ai pu commencer à implémenter. Et à ce moment-là, en fait, je me suis débloqué. Ben, j'ai commencé à écrire des trucs et j'ai commencé à faire ce que je devais faire. Et je me suis dit, ben, tant pis, enfin, on verra après pour réactiver ces fonctionnalités-là. Il y aura de toute façon une partie du travail qui fonctionnera à la fin. Donc, ben, j'ai programmé assez tard le mardi, genre jusqu'à 1h du matin, parce que je voulais vraiment avancer et faire des trucs. Ça faisait 2 jours que j'avais rien fait. Et donc à ce moment-là, j'étais enfin, déjà un petit peu content d'avoir commencé à me débloquer. Je sentais que surtout que ça allait aller. Maintenant, je suis allé pouvoir continuer à avancer. Le mercredi et le jeudi, bah, j'ai beaucoup travaillé sur mon stage. J'avais vraiment l'envie d'avancer au maximum. Et souvent, et je pense que ces 2 jours-là, je travaillais jusqu'à 1h du matin. C'est la seule semaine où j'ai travaillé le soir. En général, enfin, pour le reste des semaines, je travaillais pas du tout le soir. Je travaillais sur d'autres trucs, des projets perso, etc. Mais là, j'avais vraiment envie d'avancer. Du coup, j'ai travaillé à peu près jusqu'à 1h du matin. Et le vendredi, j'ai fini la deuxième partie de mon travail. Donc, bien sûr, c'était une partie de cette deuxième partie, mais c'était déjà quelque chose de concret et qui fonctionnait. Donc, du coup, j'étais vraiment trop content. Maintenant, il ne restait plus qu'à activer les autres fonctionnalités, mais j'avais déjà fait un bon truc, quoi. Et je me disais que ça allait être bien parce que je pourrais passer les 2 dernières semaines de mon stage à essayer d'implémenter des trucs en plus. Alors, juste pendant les 2 premières semaines de juillet, j'ai continué à envoyer des mails à chaque fois à mon maître de stage et on a fait même un Skype une fois parce qu'il avait des questions à me poser sur l'implémentation. Et le dimanche de la deuxième semaine de juillet, ben, j'ai essayé de mettre mon code en ligne. En fait, à chaque fois que j'écrivais du code, je le mettais en ligne, mais le vendredi, je ne l'avais pas fait, donc je me suis dit, je vais le faire le dimanche. De toute façon, ça c'est pas long de le mettre en ligne. Et pour ça, ben, j'utilise Git. Donc j'ai essayé d'envoyer le code sur le dépôt GitHub en ligne, mais j'ai fait une bêtise. J'ai mis les mauvaises commandes, et etc. Enfin, j'ai fait des bêtises, quoi. Et du coup, j'ai supprimé en fait 40 fichiers que j'avais créés là pendant les 2 dernières semaines. Et bah, quand j'ai vu ça, là, j'étais encore, bon, j'étais énervé et j'ai cherché sur internet et puis j'ai trouvé en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que mon erreur, je pouvais un petit peu la corriger. Et du coup, j'ai réussi à récupérer 30 fichiers. Donc j'étais déjà content à ce moment-là. Et après, ben, j'ai dû réécrire les 10 derniers fichiers. Donc j'ai passé mon après-midi à le faire. Mais bon, enfin, en fait, là, j'ai fait vraiment tout de mémoire. C'est-à-dire que je réfléchissais même pas, je me rappelais ce que j'avais écrit. Donc je réécrivais, je réécrivais, je réécrivais. Et bon, bah, j'étais un petit peu dégoûté à ce moment-là. Mais à la fin du dimanche soir, c'est bon, j'avais absolument tout retrouvé. Donc j'étais content. Donc voilà à peu près pour les 2 premières semaines de juillet. Passons maintenant aux 2 dernières semaines de juillet. Donc c'était les 2 dernières semaines de mon stage. Donc au niveau du stage, la troisième semaine de juillet, mon maître de stage était pas là. Il donnait des cours à Leslie, c'est une école d'été de logique, langage et information. Ça dure 2 semaines et donc ça a lieu l'été. Et ça change de lieu en fait chaque année. Et cette année, ça avait lieu à Toulouse. Donc le lundi de cette troisième semaine, j'ai commencé à généraliser mon code, c'est-à-dire j'ai réactivé les fonctionnalités que j'avais désactivées la semaine précédente. Et j'ai essayé d'adapter donc les fonctionnalités que j'avais désactivées pour les faire marcher avec mon implémentation. Mais je sentais que ça allait vraiment pas être facile et qu'il y allait avoir beaucoup de modifications à faire parce que mon implémentation n'était pas compatible avec le reste du code, pas vraiment compatible avec le reste du code. Et j'ai aussi beaucoup échangé pendant cette journée par mail avec mon maître de stage. Il me demandait des précisions sur l'implémentation, je lui expliquais, il me demandait plus de précisions, etc. Et puis à un moment, il me dit qu'en fait mon implémentation ne va pas. Enfin, il me dit it makes no sense. Et enfin, ça veut vraiment dire, enfin, ça voulait vraiment dire qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup, j'arrivais pas vraiment à comprendre. Et le soir, on a fait un Skype. J'ai fait un Skype avec lui donc. Et je lui ai réexpliqué mon implémentation. Mais ça faisait déjà plein de fois que je lui ai réexpliqué la même chose. Je lui avais envoyé pas mal de mails pour lui expliquer. Je lui avais même envoyé un schéma, mais il l'avait en fait pas regardé. Où dedans, j'avais fait vraiment des schémas très explicites pour expliquer. Et puis là, je le réexplique et il me dit it makes no sense. Really, it makes no sense. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui allait pas apparemment. Et puis, à force de parler, au bout d'un moment, j'ai compris en fait que j'avais fait une erreur de compréhension. J'avais pas bien compris quelque chose et du coup, ben,
j'avais implémenté un truc qui était pas du tout bon et qui marchait pas en fait, qui correspondait pas du tout à ce qu'on devait faire et c'était faux quoi en fait, de même dans le raisonnement. Et bah j'étais dégoûté pour deux raisons. Déjà parce que je m'étais trompé et du coup je perdais du temps et surtout parce qu'en plus pour en fait à ce moment-là je pensais avoir mieux compris y compris en fait ce que je devais faire et le truc que je devais faire en fait était 100 fois plus simple que le truc que j'avais fait pendant la dernière semaine. Et bah, pour faire simple, en gros, pendant la dernière semaine, j'avais implémenté quelque chose qui pouvait se passer à tout instant T. Et en fait, là, à ce moment-là, mon maître de stage m'avait fait comprendre que en fait, bah, ça pouvait se passer qu'à l'instant zéro. Donc, enfin, on comprend bien que c'est beaucoup plus simple d'implémenter quelque chose qui peut arriver qu'une fois que quelque chose qui peut arriver bah, une infinité de fois. Et du coup, ça rend beaucoup plus compliqué le truc. Et ben, à ce moment-là, je sentais que j'avais compris que j'avais fait une erreur, mais que j'avais compris maintenant ce que je devais faire. Du coup, le mardi, ben, j'ai commencé par m'assurer que j'avais vraiment bien compris. Donc, et ensuite, j'ai commencé à implémenter à partir de ma nouvelle implémentation, c'est-à-dire que j'avais pas envie de jeter ce que j'avais fait la semaine d'avant. Du coup, j'ai pris ce que j'avais fait la semaine d'avant et j'ai commencé à implémenter pour le nouveau truc que je devais faire et qui cette fois-ci était juste. Et le mercredi soir, ben, j'ai fini l'implémentation et cette fois-ci, ça marchait et c'était vraiment juste. Là, j'avais fini. Et ce que je devais faire, ben, c'était continuer à généraliser avec les fonctionnalités que j'avais désactivées. Du coup, le jeudi et le vendredi matin, j'ai essayé de modifier le reste du code pour utiliser cette nouvelle implémentation et qui était bonne maintenant. Mais il y avait beaucoup trop de choses à modifier dans le reste du code. Et avec cette implémentation, en fait, j'étais complètement bloqué. Et, je sentais au fond de moi-même que si je partais de l'implémentation d'origine, c'est-à-dire celle que j'avais à la fin de la première semaine de juillet, bah, ça allait être beaucoup plus facile. Et au fond de moi-même, je savais que je devais faire ça, en gros, jeter le code que j'avais fait pendant cette semaine, pendant la troisième semaine et pendant la deuxième semaine de juillet, pour repartir au code que j'avais à la fin de la première semaine. Et ben, au bout d'un moment, j'ai décidé de faire ça parce que j'avançais vraiment à rien. Donc c'était le vendredi midi. Pendant ma pause, quand j'ai arrêté, je me suis dit non, mais là, ça va vraiment pas. Si tu changes pas, si tu repars pas de l'implémentation de base, tu vas peut-être passer ta dernière semaine à faire des modifs et ça marchera toujours pas. Il y aura trop de modifications à faire, il y aura des bugs après, etc. Donc je me suis dit non, vraiment, ben, tant pis, il faut que tu repartes de zéro. Ben, au fond, ça faisait un peu mal à l'ego de se dire qu'on a passé vraiment du temps et en plus, c'est la deuxième semaine, il y avait plein de soirs où je me couchais à 1h du matin, comme je vous l'ai dit, pour réimplémenter, pour implémenter ce que je pensais être bon à ce moment-là. Et puis j'avais passé aussi mon dimanche à essayer de réécrire les fichiers que j'avais supprimés. Et là, à ce moment-là, je me disais qu'il fallait que je reparte de zéro et effacer tout le travail que j'ai fait pendant quasiment 2 semaines. Mais je l'ai fait et c'était vraiment la meilleure idée que je pouvais faire à ce moment-là en fait. Parce que si je l'avais pas fait, j'aurais perdu la reste de mon stage. Donc, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le code que j'avais donc à la fin de la première semaine de juillet. Et bien sûr, pendant la deuxième et troisième semaine de juillet, j'avais fait plein de trucs qui étaient utiles, hein, enfin, et que j'avais pas besoin de jeter. Mais quand même, il y avait beaucoup de choses que j'avais besoin de jeter. Donc, j'ai gardé les choses qui étaient utiles. Et grosso modo, j'ai juste copié certains fichiers. Et j'ai pris l'implémentation que j'avais donc à la fin de la première semaine de juillet. J'ai remis les fichiers que j'avais laissés dans un coin, que j'avais pas supprimés. Je les ai mis dedans. Et au bout de 3 heures de petites modifications et tout, parce qu'il y avait quelques modifications à faire, ça marchait. Et surtout, ça marchait avec absolument toutes les fonctionnalités. Vraiment là, j'avais plus rien à faire, c'était fini. J'avais tout quoi. J'avais vraiment fini la deuxième partie de mon travail. Et du coup, pendant cette semaine, j'ai fait 2 Skype avec mon professeur pour lui poser des questions sur le code. Et ben, le vendredi après-midi, là, c'était sûr. Enfin, j'étais sûr de moi. J'avais fini la deuxième partie de mon travail. Et enfin, la quatrième semaine de juillet, donc la dernière semaine de mon stage, là, mon maître de stage était de retour. Et j'ai pu faire quelques petits trucs en plus. Bon, pas beaucoup de choses. Mais enfin, j'ai pu faire des trucs en plus, donc j'étais assez content à la fin. Et surtout, comme mon maître de stage était de retour, quand j'avais des questions, bah, j'allais directement dans son bureau et j'avais la réponse instantanément. Enfin, quand il était libre, parce qu'il avait souvent, dans son emploi du temps, il avait souvent beaucoup de Skype, etc. Mais je pense qu'en fait, j'ai eu de la chance quand même avec mon tuteur, parce que j'ai pu discuter avec d'autres personnes qui faisaient des stages et leur tuteur semblait moins disponible. Alors certes, le mien était beaucoup en déplacement et du coup, on était obligé de faire des Skype ou des mails et ça, c'est pas pratique. Mais quand il était dans son bureau, très souvent, je pouvais aller le voir et surtout, des fois, il passait me voir pour me demander comment ça allait, etc. Et tous les jours, je le voyais, même plusieurs fois dans la journée, etc. Il me demandait à chaque fois comment ça allait. Et probablement que s'il avait été là pendant les deux semaines là où j'ai galéré sur la deuxième partie de mon travail, ben, à la place de passer une semaine et demie à implémenter des trucs et me rendre compte à la fin, on va dire plutôt une semaine, à implémenter des trucs et me rendre compte à la fin que j'avais fait une erreur, ben, je pense que dès le premier jour, quand je lui ai envoyé pour la première fois l'image de mes schémas, etc., je serais allé dans son bureau, j'aurais expliqué, il m'aurait dit it makes no sense direct et j'aurais fait la bonne implémentation direct. Mais bon, ça c'est l'expérience quoi.
Et le vendredi de cette semaine-là, ben, j'ai commencé à rédiger aussi mon rapport. Je l'ai pas du tout fini, hein, mais j'ai rédigé le plan. Et le midi, ben, c'était très gentil en fait. Mon maître de stage et les autres postdoctorants, on est allé au pub pour mon départ et on a pu discuter. Enfin, c'était vraiment très sympa. Donc ça, c'était très gentil. Et je tiens juste à faire une petite note, une petite mise au point sur mon maître de stage, parce qu'avec mon récit, il est possible de penser qu'il n'était pas très sympa. Par exemple, il m'avait dit de changer de stage juste deux semaines avant que je vienne à Oxford, ou quand j'arrivais le lundi pour commencer le mardi, il m'a demandé qu'est-ce que je foutais et pourquoi je n'étais pas là le lundi. Ou par exemple, quand je lui ai envoyé mes images, il les a pas regardées, et du coup ça m'a fait perdre une semaine de travail, mais vraiment, je pense pas du tout que c'était le cas. Par exemple, quand il m'a dit de changer de stage, c'était vraiment bienveillant, je pense que c'était pour moi, parce que j'allais peut-être perdre deux mois de stage à rien faire, quoi, ou à perdre du temps à apprendre des trucs, etc. Ou quand il m'a dit de venir le lundi, ben, c'est juste qu'il n'avait pas vu la convention et qu'il n'avait pas vu que je commençais en fait le mardi. Et il a vraiment été très gentil avec moi à chaque fois. Enfin, je tiens vraiment à le souligner parce qu'à chaque fois, il me partageait plein de trucs. Par exemple, quand il lui envoyait des mails pour des conférences, il me les retransférait, ou il m'envoyait ses papiers qu'il allait publier ou qu'il venait juste de publier, ou ses cours même. Des fois, il faisait des cours et me les envoyait. Il prenait aussi toujours du temps pour m'expliquer les choses que je comprenais pas. Quand il était là, bien sûr, c'est-à-dire que j'allais dans son bureau, je toquais, j'allais dans son bureau et il prenait du temps pour m'expliquer. Et il m'a aussi donné la chance de venir à Oxford. Ça m'a vraiment permis de. Enfin, c'est vraiment, il m'a donné la chance de venir à Oxford parce qu'il n'y a aucune autre personne, j'ai reçu aucune autre proposition, etc. Donc il m'a vraiment donné cette chance et ça m'a permis d'obtenir beaucoup d'expérience, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et de travailler dans un gros projet. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir beaucoup d'expérience sur quelque chose de vraiment nouveau. Et ensuite, pendant ces deux dernières semaines de mon stage, donc j'ai pas travaillé sur Maître pour tous parce que là on a arrêté pour l'été en tout cas. Mais par contre, j'ai continué à travailler sur YouTube et donc les deux premières semaines, j'ai écrit la dernière vidéo qui était plutôt une visite d'Oxford. Et là, bah, je me suis mis à l'écriture de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il y avait pas mal de personnes qui me le demandaient et puis moi je voulais vraiment faire cette vidéo là et je savais au fond de moi qu'elle allait prendre du temps et ça a été le cas. Elle m'a pris vraiment beaucoup de temps à écrire. La troisième semaine de juillet, le mercredi, jeudi, vendredi soir, j'écrivais pendant 3 ou 4 heures. Donc j'ai commencé le mercredi de la troisième semaine de juillet. Et le soir, j'écrivais pendant 3 ou 4 heures. Donc je me couchais vers 1 heure et je faisais que ça, d'écrire. Je mangeais et après je me mettais à écrire. Le samedi et le dimanche, je commençais à peu près à 11 heures et je finissais à 1 heure du matin avec quelques pauses. Mais ça veut dire environ 9 heures d'écriture dans la journée. Et la quatrième semaine de juillet, bah, j'ai écrit tous les soirs. Donc week-end compris. Pendant le week-end, j'ai pas écrit pendant la journée parce que j'ai dû me déplacer, etc. Donc j'ai pas écrit, mais j'ai écrit tous les soirs et là aussi 3 ou 4 heures. Et ensuite, le lundi 31 juillet, j'ai écrit pendant 6 heures. Et je voulais vraiment finir d'écrire la vidéo. Parce que c'est ultra important en fait d'écrire la vidéo. Sinon, bah, je vais bafouiller. Et puis, si on me demande pas d'écrire la vidéo, bah, la vidéo, franchement, elle serait tellement nulle. Parce que il y a tellement de choses à raconter. Si je prends pas le temps de les organiser, enfin, ce serait vraiment pas bien. Et du coup, ça m'a pris 60 heures à peu près pour d'écriture. Ce qui fait à peu près, là dans mon fichier, j'ai à peu près 3200 lignes. Et donc environ, si on fait le rapport, ça fait à peu près 1 heure,8 pour écrire 100 lignes. Et ben, le temps, je le consacrais, en fait, là, quand je dis que j'écrivais les vidéos, ben, c'était beaucoup de temps pour recouper toutes les informations. Par exemple, pour l'ENS, pour pas dire de bêtises, pour essayer d'être enfin, dire le maximum de choses possibles. Mais aussi beaucoup de temps pour essayer de me remémorer mon année, pour me rappeler des choses que j'avais fait. Alors, j'ai un agenda où je notais tout, donc c'était assez facile. Je regardais dedans, etc. Mais, enfin, je peux pas me permettre de faire jour par jour tout le temps, autrement ça serait beaucoup trop pénible pour les gens. Et puis des fois c'est pas clair dans mon agenda, je notais à l'arrache les trucs donc c'était vraiment pas clair. Donc il y avait vraiment un temps pour remettre tout bien dans l'ordre, tous les événements et que ça ait un sens et que ce soit pas trop redondant et trop long à suivre. J'espère que ça l'a pas été en tout cas. Mais en tout cas ça a été ça le travail vraiment pour la vidéo. Et puis il y a beaucoup de moments où je voulais expliquer des trucs quand même, donc ça prend du temps pour bien expliquer ce qu'on veut raconter. Autrement si on explique mal, il peut y avoir des incompréhensions des gens. Donc ça m'a pris vraiment du temps pour essayer d'être le plus clair possible, on va dire. Et je peux comparer en fait le temps d'écriture de cette vidéo au temps d'écriture de ma vidéo de maths dans ma série Conseil classe préparatoire. Donc c'est la plus longue de toutes pour l'instant, mais je pense que ça sera vraiment la plus longue de toutes, même une fois que j'aurai fini d'écrire la série. Et cette vidéo-là fait 800 lignes à peu près, et j'ai pris 25 heures pour l'écrire, donc ça fait à peu près 3,1 heures pour 100 lignes. Et là, bah, quand j'ai écrit cette vidéo-là, donc de conseils pour les maths, bah, le temps que je passais, c'était absolument que pour bien expliquer, et ça prend quand même beaucoup plus de temps pour être pour bien expliquer que là, dans la vidéo que j'ai fait, où c'est plus raconter une histoire, et donc c'est moins grave s'il y a des passages qui sont pas bien compris. Enfin, bon, c'est pas, il n'y a pas non plus tout qui est ultra important. Enfin, il faut pas exagérer. Et donc voilà à peu près pour mon travail YouTube pendant ces deux dernières semaines de février. Et donc le vendredi 28 juillet, ben, j'ai fini mon stage et je vais faire juste rapidement un petit bilan
sur le stage, ben, le stage, franchement, il m'a apporté beaucoup d'expérience et beaucoup de nouvelles choses. Par exemple, au niveau des connaissances, j'ai découvert les bases de données, enfin théoriques, hein, vraiment. Là, c'était des bases de données théoriques pendant mon stage. J'ai pas écrit une seule fois une requête SQL. C'était vraiment que de la théorie. Mais j'ai vraiment découvert une nouvelle thématique que j'avais pas pu prendre pendant l'année. Et probablement, en fait, que si j'avais pas fait ce stage-là, ben, je l'aurais jamais testé de ma vie. Donc maintenant, peut-être que l'année prochaine, je prendrai un cours sur les bases de données. Je sais pas, mais ça m'a vraiment fait découvrir quelque chose de nouveau que j'aurais peut-être jamais découvert par la suite. Au niveau de la programmation, bah, j'ai appris à utiliser Eclipse, comme je l'ai dit un peu plus avant. C'est un IDE et surtout il a un très bon outil de débugage. Enfin, j'avais jamais utilisé en fait d'outil de débugage et là j'en ai eu beaucoup besoin et ça m'a sauvé la vie parce que sans ça j'aurais passé des semaines entières à débugger, je pense. Donc j'ai pu vraiment découvrir ça et c'est notamment grâce aux post-doctorants qui ont pris le temps de m'expliquer l'IDE, comment il fonctionnait et surtout comment utiliser l'outil de débugage, etc. J'ai aussi pu apprendre un nouveau langage, Java. Bon, ça, c'était pas trop compliqué quand on connaît plein de langages de programmation et la programmation orientée-objet. Ça m'a vraiment pris 0 seconde à comprendre. Bon, mais je peux dire maintenant que j'ai fait du Java en tout cas. Et aussi, grâce au projet, ben, j'ai surtout travaillé sur un gros projet et ça, c'était la première fois de ma vie que je travaillais sur un aussi gros projet. Le stage m'a aussi permis d'améliorer ma communication sur mon travail, donc l'échange de mails, les Skype, etc. Et essayer d'être le plus clair possible aussi dans la communication pour ben, qu'il n'y ait pas d'incompréhension et pour perdre le minimum de temps, on va dire. Mais le stage m'a permis aussi plein d'autres choses qui ne sont pas forcément reliées au stage, comme par exemple découvrir un nouveau pays, ou une nouvelle ville et même une nouvelle école ou un nouveau système éducatif, on va dire plus précisément, pardon. Et ça m'a permis aussi de bien me familiariser avec le monde de la recherche en voyant travailler mon maître de stage, les postdoctorants, les doctorants, et aussi en voyant des conférences, parce qu'il y avait pas mal de conférences du coup au département d'informatique, de chercheurs sur leur travail, donc ils présentaient vraiment leur travail, leur sujet de recherche, les travaux qu'ils étaient en train de faire actuellement. Et ça m'a permis aussi finalement de rencontrer beaucoup de gens. Donc en rapport avec mon stage, par exemple mon maître de stage, mon postdoctorant, qui étaient toutes des personnes très gentilles, et c'était vraiment très sympa, je tiens vraiment à appuyer dessus, mais aussi des personnes pas en rapport avec mon stage, comme par exemple mes colocs. J'ai passé vraiment du bon temps avec les colocs, surtout la fille qui est arrivée à la deuxième partie du mois, le deuxième mois de mon stage, je veux dire, et aussi avec les personnes que j'ai rencontrées sur Meetup. Ensuite, le dimanche 30 juillet, je suis rentré chez moi. Le lundi 31 juillet, j'ai fini d'écrire cette vidéo comme je viens de vous le dire. Et après, ce que j'avais prévu pour la reste de la semaine, c'était à la base que le mardi 1er août, j'enregistre la vidéo et que le mercredi, je la monte et je l'upload. Mais finalement, ça s'est pas passé comme prévu, ça a pris beaucoup plus de temps. Et le mardi 1er août, le mercredi 2, le jeudi 3 et le vendredi 4 août, et actuellement au moment où je vous parle, on est le vendredi 4 août, ben pendant la journée, j'ai enregistré la vidéo. Et le soir, je faisais du montage sur les vidéos et je uploadais. Là, il me reste encore quelques vidéos à monter et à uploader. Enfin, il faut que je finisse d'enregistrer de la vidéo là dans laquelle je suis en train de parler et que je la monte et que j'uploade d'autres vidéos aussi. Mais ça va être rapide maintenant. Donc, j'ai quasiment fini. Donc, pour finir cette vidéo, je vais faire un bilan sur mon année. Ce qui est clair, c'est que mon année a été totalement différente des années que j'avais pu avoir en prépa. En prépa, je consacrais mes journées aux cours. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de trouver une méthode de travail, de connaître vraiment ma capacité de travail et d'apprendre plein d'autres trucs, plutôt des connaissances. Mais j'étais aussi en prépa toujours sous tension, il y avait toujours une tension omniprésente, je trouve, en prépa. Et je suis très loin de regretter cette période de ma vie, elle a été très formatrice pour moi. J'ai appris beaucoup de choses en prépa. Et par contre, cette première année à l'ENS a vraiment été différente quand même de l'année de prépa. J'ai consacré mes journées aux cours, certes, mais aussi aux projets, aux amis, à découvrir Paris et à vivre. Et ça m'a permis aussi d'apprendre à me connaître sur beaucoup d'autres points que juste mes capacités de travail. J'ai gagné beaucoup en maturité, je trouve, cette année, et notamment grâce à mes vidéos YouTube. Quand je cherchais à bien expliquer, et ben en fait, les moments où je n'arrivais pas à expliquer, c'était les passages que je comprenais pas moi-même, et du coup, en cherchant à bien expliquer, ben, je comprenais pas mal de passages, et ça m'a fait beaucoup grandir, je pense. Typiquement, ma vidéo d'introduction sur les maths, où j'ai compris beaucoup de choses sur l'enseignement et plein d'autres trucs. Et vraiment, pendant cette année, je me suis exploré personnellement, j'ai essayé de me découvrir, c'était vraiment une exploration personnelle, quoi. Aussi, j'avais aucune pression pendant l'année, vraiment aucune pression. Il y a peut-être eu des moments où j'étais un petit peu stressé, mais c'était vraiment très rare et c'était juste temporaire pendant quelques jours ou quelques minutes. Enfin, c'était vraiment pas long. Donc j'avais aucune pression pendant l'année. Il y avait certes des passages durs, mais il n'y avait pas de pression et j'étais très heureux même quand il y avait des passages durs. J'étais très content. Enfin, vraiment aucune pression. Et j'ai gagné beaucoup en expérience pendant cette année. Donc sur l'enseignement, grâce au call, à Optimal et aux vidéos que j'ai pu faire, grâce à la réalisation de projets par les cours, parce que dans les cours, on a réalisé pas mal de projets, et par les projets que j'avais moi-même. Et aussi, j'ai pu commencer à travailler un petit peu en entreprise, donc ça m'a donné l'expérience de travailler en entreprise grâce à Optimal, et de voir aussi comment une entreprise fonctionne, comment on la gère, etc. Parce que Optimal, c'est pas une grosse entreprise, et du coup,
ben, par exemple, j'ai beaucoup discuté avec le directeur Antoine Lamy. Enfin, il est très très accessible. Et du coup, j'ai pu vraiment observer le fonctionnement de l'entreprise et comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup gagné en expérience et ça me permet aussi de voir plus clair sur les choses que l'on peut faire et que je pourrais faire peut-être dans le futur ou que je veux pas faire. Enfin, ça m'a permis de vraiment voir plus clair sur mon futur, je pense. Et aussi, j'ai réussi à faire, alors de manière plus ou moins approfondie, toutes les choses que je voulais faire à la fin de ma première semaine à l'ENS. Et qu'est-ce que je retiens de l'ENS? Premièrement, la diversité des cours. Deuxièmement, la liberté. Alors dans les cours, par exemple, j'ai pu vraiment faire ce que je voulais et je me suis jamais dit à un moment, oh non, j'ai pas envie de prendre ce cours-là. Mais aussi la liberté dans le bâtiment et dans la mentalité, je sais pas. Tout est ouvert et puis je sais pas, on peut facilement aller de sa chambre à rentrer, sortir. Et vraiment, c'est un sentiment vraiment de liberté dans l'école. Troisièmement, la créativité. Il y a beaucoup de projets, comme j'ai pu vous le montrer au travers de la vidéo, enfin j'espère. Et j'ai pu vraiment rencontrer des gens vraiment bien, très intelligents. Et pas seulement, quand je dis intelligent, c'est pas seulement scolairement parlant. Mais j'ai un regret par contre dans mon année, c'est que j'ai pas vraiment pris des cours ailleurs, en philo, en physique ou en économie. Euh, J'aurais bien voulu tester d'autres. On nous offre en fait plein de trucs et j'ai pas vraiment profité de cet énorme choix. Mais la question que je me pose, c'est vraiment comment est-ce que je vais faire parce qu'il y a déjà beaucoup trop de cours qui sont bien en info et bah j'ai envie de prendre les cours en info. Alors bah je vais voir l'année prochaine. Mais c'est un peu un regret que j'ai sur cette année. J'aimerais pas quitter le NS en tout cas en ayant fait que des maths et de l'info. Mais je vais essayer de voir comment modifier ça l'année prochaine. Bon ben on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le récit de mon parcours vous aura permis de découvrir le monde après la prépa, de rendre plus concret le NS au niveau de la scolarité et de la vie à l'école, et aussi de vous familiariser avec le monde de la recherche. J'espère que ça va aussi vous motiver pour bien travailler en prépa et essayer d'obtenir la meilleure école que vous pouvez. Parce qu'après la prépa, il reste plein de trucs et c'est vraiment la vie est géniale. Enfin moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et si j'ai pris beaucoup de temps pour parler de mes projets en détail, tout d'abord c'est parce que j'ai pas peur d'en parler même s'ils sont pas encore finis. Même si le projet se passe mal l'année prochaine, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire du tout toutes les choses qui nous restent à faire, je sais pas, et que ça se passe mal, personnellement, je m'en fous. On aura tenté plein de choses et ben tant pis si ça marche pas. On aura déjà fait des trucs intéressants et ça nous servira et on aura déjà fait quelque chose. Et deuxièmement, si j'en parle surtout, c'est parce que j'espère que ça va vous donner des idées et l'envie d'entreprendre des choses peut-être assez ambitieuses. Je pense que c'est quelque chose d'important et ben si ça vous aide, moi je serai très content. Sur ce, je vous souhaite un bon été et une bonne continuation pour votre parcours.